Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet que je pensais traiter depuis longtemps, les personnages sous-exploités dans les films Transformers. En effet, je me suis plaint pas mal de fois, que ce soit dans des focus, des analyses ou autres, du manque de présence ou du rôle trop réduit de certains personnages qui possèdent pourtant un background et un potentiel intéressant à la base. Et bien aujourd'hui, je vous en parle plus en profondeur avec 10 personnages qui, selon moi, sont les moins bien exploités dans les films Transformers comparés à leur version d'origine. Attention bien sûr, spoiler pour tous les films Transformers en live action, y compris Bumblebee. On commence avec un personnage issu de Bumblebee. J'ai beau apprécier ce film au point de le considérer comme la meilleure adaptation de la licence sur grand écran à ce jour, il n'est pas parfait et deux Transformers sont très sous-exploités dedans, le premier d'entre eux étant Cliffjumper. Cliffjumper est un Autobot à la base très apprécié par les fans et il partage la même forme de corps que Bumblebee depuis l'âge G1, et même s'il est loin d'être un personnage majeur, il a eu l'occasion d'être mis en avant dans plusieurs histoires, notamment en comics. Manque de bol, Travis Knight a décidé de lui infliger le même traitement que dans Transformers Prime, à savoir le tuer prématurément dans l'histoire, afin de montrer le danger que représentent les Decepticons, en l'occurrence Shatter et Dropkick. D'un point de vue narratif, ça a du sens, Travis Knight l'a expliqué en interview, Cliffjumper faisant la même taille que Bee et ayant été vaincu sans trop de problèmes, on savait la menace qui planait sur celui qui était alors encore appelé B-127. Bref, pas la pire des sous-exploitations disons, mais le pauvre Cliffjumper aurait clairement mérité mieux, même si à mes yeux, ça reste un personnage un peu surcoté dans la licence. Drift est un personnage inventé assez récemment dans Transformers, à savoir en 2008 dans les comics IDW. Le personnage est vraiment cool, assez badass en termes de look, et il est à l'origine un Decepticon connu sous le nom de Deadlock, qui a décidé de quitter le conflit entre Cybertroniens en voyant les ravages causés par la guerre, avant de finalement rejoindre les Autobots. Entre ses nouveaux camarades qui ne lui font pas totalement confiance et certains Decepticons qui pensent qu'il fait cela pour espionner le camp adverse, il y a vraiment du potentiel autour de ce personnage. Malheureusement, son rôle dans les films se limite à être un stéréotype de samouraï, gardant en effet certains aspects physiques du Drift original, mais n'exploitant aucunement les conflits potentiels du personnage. Il est juste à peu près cool quoi, sert à faire quelques blagues, mais quand on connaît le potentiel du perso, on se dit qu'il y avait clairement mieux à faire, même pour le Bayverse. S'il y a bien une chose qui a choqué les fans de la G1 dans le film de 2007, c'est cette scène. Voir un personnage aussi important que Jazz se faire découper en deux par Megatron en a surpris plus d'un et surtout, eh bien ça nous a enlevé le personnage des suites. Faire mourir dès le début le second Optimus Prime de la sorte était une erreur et nous a privé d'un potentiel très bon personnage dans les films, car même s'il a eu peu de temps d'écran dans ce premier film, il était assez fidèle au personnage d'origine. S'il y a bien un Autobot qui doit connaître un meilleur sort dans le reboot de la saga, c'est bien lui. Bumblebee aura sous-exploité deux Transformers, Cliffjumper et Blitzwing. Les trailers teasaient ce Decepticon, longtemps pris pour Starscream, comme le potentiel antagoniste principal du film. Malheureusement, son rôle se limite à une scène, certes très réussie, mais où il trouve la mort de façon un peu trop facile. Étant un seeker dans cette continuité, il retrouve la trace de Bumblebee sur Terre, l'attaque et lui enlève sa voix. En soi, rien qu'avec ça, il a déjà été plus efficace que les trois quarts des Decepticons du Bayverse. Mais malheureusement pour lui, si Bumblebee manque de force physique, il compense cela avec son intelligence, et c'est avec cela qu'il tue son adversaire ici. Ce Decepticon aurait pu être n'importe quel Seeker lambda, mais il aura fallu qu'on lui donne le nom d'un personnage qui jusqu'alors avait été réussi dans absolument toutes ses incarnations, à savoir Blitzwing. Je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir le focus que j'avais fait sur le personnage l'an dernier, et vous comprendrez pourquoi Bumblebee ne lui a malheureusement pas vraiment rendu justice. Présenté dès le premier film comme le médecin des Autobots, Ratchet n'aura au final que très peu rempli cette fonction durant les 4 films dans lesquels il apparaît. Personnage récurrent de la plupart des séries et comics Transformers, ce personnage a eu divers développements au fil des ans, en faisant souvent de lui l'un des plus proches amis d'Optimus, en plus d'être le médecin principal des Autobots. Cependant, à l'exception de 2 scènes dans le premier film et une scène dans le troisième, on ne le voit jamais agir en tant que médecin ou même en tant qu'ami d'Optimus, rendant sa mort dans le 4e film finalement pas si touchante que ça pour un spectateur lambda. La plupart du temps, il ne sert qu'à garnir le background pendant les batailles, tirant sur des trucs à droite à gauche, sans avoir aucune personnalité. Et pourtant, Dieu sait qu'il aurait pu être exploité à plus d'un moment. Dans le premier film, quand Bumblebee perd ses jambes, il aurait pu intervenir et essayer de le réparer. Dans Revenge of the Fallen, quand la dépouille d'Optimus est ramenée aux Autobots, il aurait pu s'en approcher, l'examiner, enfin je sais pas moi, le genre de choses qu'un médecin ferait et que Ratchet ferait en temps normal.
Cependant, je vais peut-être être en désaccord avec certains là-dessus, mais j'aime bien le look qu'il a sur grand écran. Il est certes très différent du Ratchet classique, mais je l'aime bien, le mode véhicule passe très bien, tout comme le mode robot, très moderne. Quand les Dinobots ont été annoncés pour Transformers 4, c'était la grosse hype, c'est l'un des groupes de Transformers favoris des fans, tantôt comique, tantôt badass, se battant contre des monstres comme Devastator et avec un petit background sympa derrière. Alors niveau background, le film a plutôt assuré en les décrivant comme des guerriers de légende, ayant été faits prisonniers par Lockdown et tenant leur mode dinosaure de l'époque où la Terre a été attaquée par les créateurs. En revanche, côté rôle, c'est un peu la tristesse. Ils apparaissent très tard dans la bataille finale, ont droit à 2-3 séquences sympas, notamment leur charge sur Hong Kong, et plus rien. À la fin du film, ils sont relâchés dans la nature, mais dès le début de The Last Knight, on les retrouve avec Cade, première incohérence déjà, et Grimlock est passé de guerrier de légende à toutou pas gentil qui mange des voitures. Et ils disparaissent par la suite. Genre sérieusement, ils sont absents de la bataille finale alors que quand même, c'est pas rien comme renfort, non, ils ont juste été oubliés. Bref, un très gros potentiel, très peu exploité. Galvatron est, disons, un cas compliqué dans le lore de Transformers. A l'origine une version améliorée de Megatron, il est passé par différentes phases où tantôt il n'est qu'un upgrade pour Megatron, tantôt il est un personnage totalement différent. Une chose est sûre en tout cas, c'est que si on reprend sa version d'origine, Galvatron avait beau être un Megatron reformé par Unicron, il était un personnage quand même assez différent, beaucoup plus instable et imprévisible que le personnage de base. Introduire Galvatron comme une forme améliorée de Megatron dans Edge of Extinction était donc une bonne idée, d'autant plus que le fait qu'il soit créé par des humains fait bien le lien avec le film précédent. Rajouter à cela un camion pour le mode alternatif en faisant un réel opposé d'Optimus et un look plutôt badass, il avait tout pour être réussi. Le problème, son manque de temps d'écran et sa disparition dans The Last Knight. Dans Edge of Extinction, on voit une partie de ses capacités, la plus notable étant de pouvoir se désassembler et se réassembler sous forme de particules, le rendant presque intouchable par moments. Il aurait fait un très bon antagoniste dans la suite. Comment vaincre ce Mégatron ressuscité, sans âme et plus fou que jamais, capable de disparaître pour se reconstituer en plein combat? Eh bien, on ne sait pas. Quand The Last Knight commence, Megatron est redevenu Megatron, plus aucune mention du nom Galvatron, et il se transforme comme n'importe quel autre Transformer et redevient le loser qu'il était dans Dark of the Moon. Sauf que là, ce n'est pas justifié par une quelconque blessure, il est juste faible. Je pense que de toute façon sur grand écran, la meilleure façon d'adapter Galvatron serait d'en faire un personnage à part, comme dans les comics IDW, qui pourrait prendre la place de Megatron ou même constituer une menace encore plus grande. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Posons déjà les bases. Wheeljack, ou Q, comme il se fait appeler dans le film, non pas ce Q-là, a déjà l'une des apparences les plus ratées tous Transformers confondus. Pas étonnant me direz-vous quand vous voulez essayer de faire une version robotique d'Albert Einstein. Et ça, c'est même pas une idée de Bay, mais de Spielberg, comme quoi même lui aura fait son lot de boulettes dans la franchise. Bon, on le pardonne car c'est lui qui a eu l'idée de faire Bumblebee. On le voit vite fait donner des armes dans un premier temps à Aeronite, puis à Sam plus tard dans le film, et c'est littéralement sa seule utilité. Fournir des armes aux Autobots 2 fois dans le film avant de mourir, je veux dire, on le voit même pas se battre, c'est dire. Même Jolt était plus utile que lui en combinant Optimus et Jetfire. On pourrait en dire autant de Mirage ou Dino, cela dit, mis à part que bon, lui au moins a une apparence à peu près réussie et se bat un petit peu. Starscream est l'un des personnages les plus populaires de l'histoire de Transformers, avec Optimus, Bumblebee et Megatron, et il est le favori de beaucoup de fans. Caractérisé depuis l'âge 1 par sa volonté de renverser Megatron, le personnage a eu droit à un nouveau développement au début des années 2000 dans la trilogie d'Unicron, et en particulier dans Armada. Sa soif de pouvoir l'aura même conduit parfois à devenir quasiment aussi puissant que des dieux, notamment dans Transformers Cybertron, où il devient aussi grand que Primus et affronte le créateur de la race des Transformers, dans un combat épique se soldant par sa défaite, faut pas pousser non plus. Mais bref, tout ça pour dire, Starscream a un énorme background dans l'histoire de la licence et les possibilités autour de ce personnage sont multiples. On peut aussi bien en faire un comic relief, une véritable menace formant une sorte de troisième camp en plus des Autobots et des Decepticons, ou même un soldat qui derrière ses apparences de traître est au final honorable et n'hésitera pas à se sacrifier pour le bien commun. Pour dire, les comics ont même réussi à en faire un politicien, donc comme quoi il y a vraiment tout à faire avec ce perso. Mais les films, eh bien, ils n'en font pas grand chose. Oui, il envoie vite fait quelques pics à Megatron, a pris les commandes des Decepticons pendant son absence, tout ça, mais ça reste bien trop peu pour un personnage de son envergure, car au final, eh bien, il ne sert pas à grand chose. Il passe plus son temps à faire le lèche-bot, ce qui fondamentalement ne trahit pas le personnage, mais étant donné que ça ne va pas plus loin, on s'en fout un peu. Rajoutez à cela le fait qu'il se fait tuer par Sam Witwicky, PTDR j'ai envie de dire, et vous comprenez pourquoi ce Starscream fait pas le figure comparé, à toutes les autres versions.
Et enfin, même si je sais que son look est apprécié de certains, j'ai toujours autant de mal avec cette sorte de Doritos de l'espace ou de cerf-volant comme vous préférez, et pour moi le seul design un peu raté du premier film, mais bon là-dessus, ce n'est que mon opinion. Évidemment, enfin honnêtement, qui d'autre? Pour moi, la première place se jouait entre Shockwave et Starscream, mais là où Starscream a quand même eu 3 films pour lui, Shockwave n'a eu que 2 minutes de temps d'écran dans Dark of the Moon. Comment c'est possible de sous-exploiter un personnage avec un tel background? Je me le demande. Contrairement à Starscream, ils avaient réussi son design, pourtant bien bulky et agressif, mais c'est tout. Un look, point. Palmarès de Shockwave, j'ai un bon look et c'est tout. Est-ce que c'est un scientifique comme dans d'autres versions? Pas du tout. Un guerrier d'élite alors? Même pas, il laisse sa foreuse tout faire à sa place. Un personnage guidé uniquement par la logique? Difficile à développer étant donné qu'il n'a qu'une seule ligne de dialogue. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de développer encore? Je ne crois pas. Si vous voulez connaître le véritable potentiel du personnage, eh bien je vous invite à aller voir mon focus sur ce dernier. Voilà, la petite pub, c'est fait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, j'aurais clairement pu inclure d'autres personnages, mais ça aurait peut-être fait beaucoup, et j'ai préféré développer mes arguments sur ces 10-là. Puis qui sait, je ferai peut-être un épisode 2, clin d'œil, clin d'œil. Comme toujours, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et me dire en commentaire si vous êtes d'accord, ou pas d'accord d'ailleurs, avec mon classement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir gratuitement via le lien Utip présent dans la description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, bye tout le monde, et on se laisse sur cette citation de Shockwave. Ah bah oui, c'est sa seule ligne de dialogue. Allez, salut!